Existe-t-il un lien entre alimentation et santé mentale ? La nutrition peut-elle avoir un rôle dans la prévention et le traitement de certains troubles mentaux ? Dans cet épisode, Manon Bégin, neuropsychologue, spécialiste des troubles mentaux et d'apprentissage chez les enfants et adolescents, répond à nos questions. Le Dr Neil Barnard nous présente les résultats d'une étude menée par le PCRM au sein d'une entreprise américaine. Anne-Marie Roy, notre diététiste, fait le point sur la sérotonine, l'hormone du bonheur. Notre coach de santé Anne partage ses astuces pour faire le plein de légumes verts. Et Noémie, créatrice de recettes, nous montre comment préparer un granola fait maison, sain et gourmand. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui vise à révolutionner votre santé. Je suis Noémie, coach de santé holistique et créatrice de recettes végétales sur le site Mimi's Delicacies. À mes côtés, pour présenter cet épisode, nous retrouvons Anne, coach de santé que vous retrouvez sur le site et la chaîne YouTube Veggie Magnifique. Un peu plus tard, nous serons rejoints par le reste de l'équipe. Anne-Marie Roy, notre nutritionniste et fondatrice de la clinique Renversante, et le docteur Neil Barnard, président fondateur du PCRM et de sa branche francophone, le Comité des médecins. L'épisode d'aujourd'hui est entièrement dédié à la santé mentale, un sujet certes très vaste et auquel on tentera d'apporter un maximum de réponses. Alors pour commencer, Anne, je pensais donner une petite définition de ce qu'était la santé mentale, de ce qu'englobait ce terme de santé mentale. Et pour ce faire, je vais me servir de la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui décrit la santé mentale comme un état de bien-être permettant de se réaliser, de surmonter les tensions normales de la vie et de contribuer à la vie de sa communauté. J'imagine que l'on entend par communauté aussi bien communauté familiale, professionnelle, scolaire, sociale, etc. Et je pense que l'on est tous d'accord avec cette phrase de l'OMS qui dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Alors les troubles de la santé mentale peuvent comprendre la dépression et les troubles anxieux qui sont les plus courants, mais elle comprend aussi l'irritabilité constante, troubles de l'humeur, phobie, bipolarité, schizophrénie, dépendance et aussi troubles du comportement alimentaire, notamment surtout chez les jeunes filles et les jeunes femmes de 13 à 30 ans. Donc ça comprend vraiment énormément de choses. Et une statistique, et je sais que Anne, tu as aussi vu certains chiffres effrayants, mais un chiffre qui m'a pas mal interpellée, c'est que la dépression a été identifiée comme deuxième cause d'invalidité dans le monde, selon Global Burden of Disease, GBD, et l'OMS anticipe même qu'elle atteindra la première place en 2030. Donc Anne, c'est quand même, est-ce que tu t'imaginais un tel chiffre, une telle place ? C'est complètement incroyable et bien triste d'ailleurs, je trouve. Et aussi, parlons des statistiques, l'OMS a dit aussi qu'une personne sur 8 présente un trouble mental, c'est énorme. Et je pense aussi ce qui se passe avec les troubles mentaux, c'est que pas seulement ça touche beaucoup de monde, mais aussi... c'est quelque chose qu'on n'en parle pas forcément. Hein. Si on se fait mal au genou ou quelque chose, on va pouvoir parler avec nos amis ou notre famille, mais c'est clair que c'est un peu tabou. Et dans ce cas, on peut se sentir un peu isolé, en fait, à cause de ça. Complètement. Ouais. Il faut en parler. Oui, c'est ça. Et on va en parler aujourd'hui, justement. Et on va commencer avec le Dr Neil Barnard qui va partager une étude vraiment intéressante qui s'appelle
l'étude Geico. Donc, Dr. Neil, c'est à toi. Il y a plusieurs années, notre équipe de recherche a mené une étude pour examiner les effets d'une alimentation saine pour maigrir et améliorer le diabète. Les sujets de notre étude étaient des personnes qui travaillaient dans une grande compagnie d'assurance automobile américaine appelée Geico, the Government Employees Insurance Company. Parce que nous voulions savoir si un régime sain était efficace dans la vie de tous les jours. Les employés travaillaient dans 10 villes différentes aux États-Unis. Notre programme leur a donné des cours hebdomadaires qui les ont aidés à adopter un régime vegan. En plus, les cafétérias servaient chaque jour des aliments sains comme des burgers végétaliens, du curry de légumes, du chili aux haricots noirs, des lasagnes végétaliens et d'autres choix savoureux. Au fil des semaines, nous avons constaté que les participants perdaient du poids et que le diabète s'améliorait. C'était un bon développement, mais nous avons remarqué autre chose. Au sein de la société, pour les employés qui avaient des problèmes de dépression, nous avons constaté qu'au fur et à mesure que ces personnes changeaient leurs habitudes alimentaires, les symptômes de leur dépression diminuaient de manière significative. Il en était de même pour l'anxiété. L'absentéisme au travail a également diminué. Pourquoi était-ce le cas? Voici 5 possibilités. Tout d'abord, lorsque l'on perd du poids et que la santé s'améliore, on se sent mieux. Deuxièmement, les aliments sains modifient le microbiote intestinal et ensuite, cela peut affecter l'humeur. Troisièmement, les aliments sains combattent l'inflammation. Voici ce que je veux dire. Si vous vous coupez le doigt et que votre blessure est infectée par des bactéries, votre corps réagit. Votre doigt devient rouge et gonflé et ce sont des signes d'inflammation. Votre corps envoie plus de flux sanguin pour essayer de combattre les bactéries. Les globules blancs libèrent des produits chimiques naturels pour tuer les bactéries envahissantes. Mais il s'avère que ces composés inflammatoires peuvent aller trop loin. Ils peuvent atteindre le cerveau et affecter votre humeur. Il semble que les légumes, les fruits et les aliments à base de plantes peuvent combattre l'inflammation, ce qui peut améliorer l'humeur. Bien que les soins psychiatriques, y compris les médicaments, aient bien sûr un rôle important à jouer dans le traitement de la dépression, il ne faut pas négliger le rôle des aliments. On vient de dire que la dépression est une maladie dont la gravité est trop souvent sous-estimée, on l'a mentionné tout à l'heure, et à laquelle, on le sait, il faut définitivement prêter plus d'attention pour apporter plus d'attention et répondre à nos questions. J'accueille maintenant notre nutritionniste Anne-Marie. Anne-Marie, bienvenue. Merci Noémie. Merci d'être avec nous une fois de plus pour répondre à nos questions, les questions qu'on nous pose le plus souvent sur les réseaux sociaux notamment. Et par exemple, une question qui revient aussi, c'est celui de la sérotonine. Alors la sérotonine, c'est l'hormone du bonheur. On le sait, elle est impliquée dans la santé mentale. Et du coup, Anne-Marie, est-ce que tu peux nous dire si l'alimentation a un impact sur la production de cette hormone? Effectivement, la sérotonine, elle est vraiment essentielle à avoir une bonne humeur. On sait que, on en a parlé dans notre épisode sur le microbiote intestinal, que notre microbiote produit 90% de la sérotonine présente dans le corps. D'où l'importance d'avoir une alimentation super riche en fibres et en végétaux pour avoir un microbiote en santé. Alors ça, c'est le point principal. Les aliments riches en glucides, en sucre, en bon sucre, est un autre élément important pour la production de sérotonine. On sait que lorsqu'on mange des aliments riches en glucides, le cerveau va être plus capable de capter le tryptophane et le tryptophane se trouve être le précurseur de la sérotonine. Donc, c'est pour ça qu'on se sent si heureux ou si bien après avoir mangé des pâtes, par exemple, des pommes de terre, du pain. Alors, n'ayons pas peur des glucides, du coup, Anne-Marie. N'ayons pas peur des glucides. Bien, c'est ça. Ils contribuent à notre bonheur. Oui, c'est ça. Alors, les gens ont peur de manger des glucides alors que c'est un élément important.
Alors, non, et c'est beaucoup les glucides, un élément particulièrement important. Et le troisième point, je vous dirais, c'est la famille des vitamines du groupe B, qui est très impliquée aussi dans la production de sérotonine. Et lorsqu'on pense aux vitamines B, on pense en général aux grains entiers. Et ce qui est dommage, c'est que les grains entiers dans notre société sont souvent raffinés et on retire au raffinage 80% des vitamines du groupe B. Quelle mauvaise invention d'avoir retiré toutes ces vitamines essentielles à la santé mentale. Autre bonne source de vitamine B, c'est les légumineuses, quelque chose qu'on ne mange pas assez encore là dans notre société, les noix et graines, les fameuses bananes qui sont excellentes en vitamines du groupe B, et des glucides en plus, hein? Donc on voit le pattern. Et aussi les légumes, il ne faut pas les oublier, les légumes, c'est des excellentes sources de vitamines du groupe B, entre autres les pommes de terre encore, qui sont excellentes sources de glucides, les courges d'hiver entre autres, ainsi que nos fameux légumes verts. Et heureusement, dans quelques instants, Anne va nous partager ses trucs sur comment incorporer davantage de légumes verts à son alimentation. Exactement. Anne-Marie, j'imagine que tu as fait beaucoup de recherches sur le sujet. Est-ce qu'il y a une étude marquante qui t'a particulièrement intéressée sur le lien entre justement l'alimentation et la santé mentale et que tu voudrais partager avec nos auditeurs et ceux qui nous regardent? Oui, effectivement, j'ai fait beaucoup de lectures dans les derniers mois, je dirais. Dr. Neil Bonner a parlé de choses que je trouve particulièrement importantes, les mécanismes derrière la dépression. Alors ça, j'ai fait beaucoup de lectures, que c'était très passionnant. Mais une autre étude qui m'a marquée, je dirais, c'est une étude prospective qui a été menée par nul autre que le fameux réputé docteur Walter Willett. Je ne sais pas, Noémie, si tu connais Walter Willett. J'ai entendu parler de lui. Oui, c'est d'ailleurs le médecin le plus cité au monde. Alors, il pratique à Harvard, hein? Il est attaché à l'université d'Harvard, donc assez populaire le monsieur. Alors, dans l'étude qu'il a menée, ils ont remarqué que plus on consomme d'aliments riches en flavonoïdes, les flavonoïdes, ça se trouve être un phytonutriment de la famille des polyphénols. On parle souvent des polyphénols. Alors, plus on mange d'aliments riches en flavonoïdes, plus on diminue nos risques de développer des symptômes dépressifs avec le temps. Alors, parmi les aliments riches en flavonoïdes, on retrouve quoi? Les oignons, le thé, plusieurs fruits, dont les baies, les agrumes, les raisins et les pommes. Alors, je pense, Noémie, aussi, tu vas nous préparer un petit quelque chose plus tard dans lequel il risque d'avoir de ces aliments-là, n'est-ce pas? Oui. On a tout préparé aujourd'hui. Oui, tout est lié. Exactement. Ok, donc on a l'embarras du choix encore une fois. Enfin, les flavonoïdes, tu as nommé une diversité encore une fois d'aliments et il est facile de les trouver en plus de cela. Anne-Marie, est-ce que les personnes qui souffrent de troubles de l'humeur, donc on l'a dit, anxiété, dépression, devraient être suivies, selon toi, par des spécialistes en nutrition, ce qui n'est pas forcément le cas de nos jours? Effectivement. Dans les équipes multidisciplinaires, il devrait y avoir une nutritionniste. Donc, la nutrition devrait faire partie du traitement. On ne dit pas que la nutrition devrait remplacer les traitements. Voilà, mais très important. Oui, donc devrait faire partie du traitement si on veut optimiser la réussite du traitement, justement. Mais on devrait aussi agir en prévention. Alors ça, je trouve que c'est un gros manque. Et j'ai tombé d'ailleurs sur des recherches qui faisaient la relation entre une déficience en vitamines et en minéraux et une augmentation des problèmes de santé au niveau de l'humeur. Alors, on sait que, par exemple, une alimentation riche en vitamines et en minéraux, exemple les vitamines du groupe B, vitamine E, plusieurs minéraux, hein, autant le calcium, le fer, le zinc, le sélénium, c'est vraiment nécessaire à une bonne santé mentale. Donc ça, je pense qu'on ne le réalise pas, l'importance d'une alimentation saine pour la santé mentale. Alors Noémie, quand je vois un jeune sortir du dépanneur avec dans une main une boisson gazeuse et dans l'autre un sandwich au pain blanc, je me dis qu'il lui manque des éléments nutritifs pour avoir une bonne santé mentale et il fait qu'augmenter ses risques
d'évoluer vers un problème de santé mentale. Alors, je trouve ça dommage parce qu'on pourrait intervenir en prévention et ça revient toujours à dire que la nutrition devrait être enseignée à l'école. C'est là que ça part. Donc, ça revient souvent à ça. Moi, j'y crois beaucoup à l'éducation à l'école. Et ça, c'est l'éducation, à ce moment-là, touche tout le monde, autant les gens favorisés ou défavorisés. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Noémie, Non, je suis totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi, Anne-Marie. Et c'est vrai qu'on fait le lien entre la santé physique et l'alimentation. Le lien existe. On sait très bien l'impact de notre alimentation sur notre santé physique, alors que ce n'est pas forcément aussi évident. Ce lien n'est pas forcément aussi évident, c'est-à-dire celui de la santé mentale et de l'alimentation. On n'en parle pas suffisamment. Et on l'a dit aussi avec Anne, c'est vrai que la santé mentale reste encore, même si moins avec les réseaux sociaux, mais ça reste encore un sujet tabou. On n'a pas forcément, on n'ose pas forcément le dire quand on n'est pas bien, quand on est anxieux, quand on se sent déprimé ou autre. Donc, il faut en parler davantage. Et parler du lien entre l'alimentation végétale et la diminution des problèmes de santé mentale. Ça aussi, c'est un autre sujet qu'on ne parle pas assez. Complètement, je suis d'accord. Merci beaucoup, Anne-Marie. Ça nous éclaire énormément. Alors, lorsqu'il s'agit de prendre soin de sa santé, aussi bien physique que mentale, il est difficile de ne pas reconnaître les immenses bienfaits d'une alimentation riche en légumes verts, en particulier les légumes verts à feuilles. Et Anne va nous montrer quelques façons créatives d'en consommer davantage. Aujourd'hui, je vous donne le feu vert. Bonjour les amis, c'est Anne de Veggie Magnifique, le blog et la chaîne YouTube qui partagent un mode de vie sainement vegan. S'il y a bien quelque chose dont on a tous besoin, c'est l'amour. Et deuxièmement, ce sont les légumes verts à feuilles. Les légumes verts à feuilles regorgent de vitamines, de minéraux et de fibres. Consommer les légumes verts à feuilles tous les jours, c'est l'une des meilleures choses que vous pourriez faire pour votre santé. De loin. Pourquoi? Très rapidement, les légumes verts à feuilles peuvent vous protéger contre le cancer, les maladies, ils peuvent vous aider à vivre plus longtemps. Aussi, ils favorisent un fonctionnement idéal du cerveau, ils favorisent la santé des os et des intestins, votre système immunitaire et ils aident notre cœur à produire les hormones du bonheur, la dopamine et la sérotonine. Est-ce que vous êtes convaincus? Oui? Très bien. Parlons maintenant des façons de les consommer, parce qu'on n'a pas tous envie de manger une grosse salade de chou kale tous les jours. C'est pas grave, j'ai des astuces. Numéro 1, les smoothies. C'est peut-être la suggestion la plus banale qui soit, mais mélangez vos légumes verts à feuilles avec des fruits dans un blender, ça le rend vraiment plus facile d'en consommer plus. Surtout si vous êtes novice en la matière. Commencez par les feuilles douces comme les épinards et mélangez-les avec de la banane, avec un peu de jus d'orange fraîchement pressé ou le lait de soja. Et puis voilà, ça ne doit pas être compliqué. Numéro 2, hachez finement vos légumes verts à feuilles. Alors ça, c'est énorme. Petit. Hachez-les finement et puis vous pouvez les saupoudrer partout. Ça les rend presque indétectables. Et pourtant, croyez-moi que ça compte. Vous pouvez les ajouter au plat de pâtes, sur votre salade, aux soupes et au chili. Vous ne remarquerez même pas, mais vos organes internes vont sourire. Numéro 3. Faites un pesto de chou kale. Une façon fantastique et fun d'utiliser le chou kale, c'est de le mettre dans une sauce pesto. Lorsque c'est mélangé avec tout ce basilic et les noix de cajou ou de pain, avec de la levure nutritionnelle, un peu de sel et d'ail si vous voulez, vous n'allez pas pouvoir goûter le chou kale. Et le pesto est très polyvalent. Vous pouvez le tartiner sur les sandwichs, vous pouvez le mettre sur les légumes grillés, ainsi que vous pouvez l'utiliser comme une sauce de salade et bien sûr, mélanger avec vos pâtes. Ensuite, les chips de chou kale. Les gars, je ne connais personne qui ne peut pas apprécier les bons chips, bien assaisonnés. Numéro 5. Ajoutez des légumes verts à feuilles à votre pizza. Oui, tout est meilleur sur une pizza. Je mets de la sauce marinara ainsi que plein de légumes. Vous pouvez aussi essayer de trouver un fromage à base d'amandes par exemple qui fait un peu ricotta. Et puis, les légumes finement hachés, vous pouvez les mettre aussi sur votre pizza avant de les faire cuire. Et puis, lorsque la pizza est prête, vous pouvez couper la roquette pour saupoudrer sur la pizza et dites-moi que c'est pas une pizza saine.
Tout le monde aime la pizza. Alors ajoutez les légumes verts à feuilles et vous vous sentirez bien. Alors voilà les amis, 5 façons faciles à ajouter davantage des légumes verts à feuilles. Je sais que plus que vous ajoutez ces feuilles magiques à votre alimentation, le mieux que vous allez vous sentir. Et peut-être vous allez même vivre plus longtemps. Nous accueillons maintenant Manon Bégin, neuropsychologue. Manon est propriétaire d'une clinique privée à Montréal où elle se spécialise dans l'évaluation des troubles mentaux et des troubles d'apprentissage chez les enfants et les adolescents. Végane depuis plus de 15 ans, elle adopte une approche holistique dans l'évaluation des troubles neuropsychologiques. Manon, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors Manon, pour commencer, est-ce que selon toi, une alimentation végétale équilibrée est véritablement bénéfique à notre santé mentale? Je commencerai par dire d'abord que les études qui portent sur le lien entre l'alimentation et la santé mentale, c'est vraiment un champ d'études qui est innovateur, qui est tout à fait récent. On s'est longtemps concentré à faire des études sur le lien justement entre l'alimentation et la santé physique, donc, et la prévention justement des maladies physiques. Donc, tout ce qui touchait l'alimentation et par exemple les bien-être pour les maladies cardiaques et autres. Ce n'est que tout récemment qu'on voit émerger des études sur le rôle de l'alimentation et le lien que ça a avec le bien-être psychologique et la prévention des troubles mentaux. Ceci dit, les récentes études, justement, vont parler de l'impact de la qualité alimentaire sur l'humeur et le bien-être psychologique, et aussi l'impact sur la prévention des troubles mentaux. D'ailleurs, une récente étude en 2023 par Walsh, Lee et Best a établi un lien entre les régimes alimentaires, donc le type de régime alimentaire, et les symptômes dépressifs chez l'adulte. Ce qu'ils ont conclu, c'est que le facteur qui était le plus important, c'était la qualité du régime alimentaire, justement. Et par qualité, on parle d'aliments qui sont complets, qui sont non raffinés, très peu transformés, à base de végétaux principalement. Alors qu'une alimentation de faible qualité était définie comme une alimentation qui était ultra raffinée, très riche en sucre, très riche en gras, de toutes sortes et très raffinés comme produits alimentaires. Il y a d'ailleurs plusieurs explications qui ont été fournies dans cette étude sur le rôle protecteur d'une alimentation de qualité à base d'aliments végétaux. Notamment, justement, le fait que les aliments végétaux ont une haute teneur en vitamines, en minéraux, en glucides complexes et en fibres, ainsi qu'une haute teneur en composés antioxydants et anti-inflammatoires. Les études précisent que ce qui est encore plus important dans la qualité de l'alimentation, c'est justement de retrouver une synergie alimentaire, plutôt que justement de miser sur un aliment ou sur un nutriment particulier. Quand on parle de synergie alimentaire, on parle de l'importance d'avoir une variété d'aliments, de toutes les couleurs, justement, à base d'aliments végétaux. Donc, plus la variété était importante, plus on retrouvait cette synergie-là qui pouvait justement jouer ce rôle de protection dans le bien-être psychologique et dans la prévention des troubles mentaux chez les adultes. Et ton approche, Manon, là, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est une approche holistique, c'est-à-dire que tu considères vraiment la personne dans son ensemble. Alors, tu as cité l'alimentation, une alimentation végétale saine, variée. Est-ce qu'il y a d'autres aspects en dehors de la nutrition qui sont impliqués dans le bien-être psychologique et la santé mentale, selon toi? J'imagine que oui, mais tu vas nous en dire un peu plus. Absolument. Donc, plusieurs études ont démontré l'importance des habitudes de vie pour maintenir un bien-être psychologique et prévenir les problèmes de santé physique et mentale. Justement, la majorité des études ont prouvé qu'il existait un lien entre la santé physique et la santé mentale, que l'un n'allait pas sans l'autre. Qu'on sait que quand on agit sur la santé physique, nécessairement, ça va avoir un impact sur la santé mentale. Et on sait maintenant que vice-versa aussi, quand on agit sur la santé mentale, ça a un lien important dans la santé physique. Donc, quand on parle d'habitude de vie, bien certainement, on va parler d'une qualité de sommeil, autant en quantité qu'en qualité de sommeil. On parle aussi d'une importance d'une activité physique régulière, le fameux 150 minutes qui est important, d'exercice modéré qui est important d'avoir par semaine pour une santé optimale, autant physique que psychologique. On parle aussi des bonnes habitudes de gestion de stress, tous les stresseurs dans notre vie sur lesquels on peut avoir un certain contrôle. On parle de pleine conscience, on parle justement
d'exercices de respiration et autres pour apprendre à gérer efficacement le stress. On parle aussi de l'importance de la qualité des relations sociales et du soutien qu'on peut avoir par notre entourage. On sait que la santé mentale est beaucoup liée au fait qu'on est entouré de gens qui peuvent nous apporter du soutien. Et aussi, bien certainement, finalement, la qualité de l'alimentation qui joue un rôle important. D'ailleurs, quand je suis allée faire des recherches, l'Organisation mondiale de la santé a publié un guide des meilleures pratiques au niveau de la gestion, justement, des patients qui pouvaient présenter des problèmes de troubles mentaux. Et dans leur guide de meilleures pratiques, ils ont spécifié qu'il était important d'intervenir sur les habitudes de vie en complémentarité avec les traitements usuels qui sont la psychothérapie et la pharmacologie. D'ailleurs, les études que j'ai citées précédemment de Walsh, Best et Lee précisent qu'une alimentation de qualité à base de végétaux joue un rôle protecteur, non seulement dans la prévention des problèmes de santé mentale, mais ils ont aussi remarqué que ça jouait un rôle dans la réduction de la sévérité des symptômes chez ceux qui présentaient déjà des troubles dépressifs. Donc, non seulement que cette alimentation-là peut nous aider en prévention, mais advenant le cas où on pourrait développer des symptômes dépressifs ou des symptômes anxieux, bien, il y a un rôle aussi dans la réduction de la sévérité de ces symptômes-là lorsqu'on prend une alimentation de qualité qui est riche en végétaux. Et quand on considère ça, surtout que c'est une toute récente étude de 2023, ben, je pense que ce serait important de sensibiliser justement les équipes de soins en santé mentale sur justement développer une approche interdisciplinaire où on intègre justement tous les aspects de la vie de la personne comme possiblement des cibles de traitement qu'on va atteindre de meilleurs résultats pour permettre un meilleur soutien aux personnes qui pourraient souffrir de troubles mentaux. Complètement, et à commencer au plus jeune âge d'ailleurs, parce qu'il semblerait qu'un nombre grandissant d'enfants et d'adolescents souffrent de troubles de la santé mentale. Selon l'UNICEF, je lisais cet après-midi, plus d'un ado sur 7 âgé de 10 à 19 ans vivrait avec un trouble mental. Donc c'est quand même un chiffre assez effrayant. Quelle en est? Est-ce qu'il y aurait une cause, plusieurs causes? Quelles seraient les causes selon toi, Manon? Il est certain que c'est multifactoriel, hein. Il n'y a pas une seule et unique cause, mais la pandémie n'a très certainement pas aidé la santé mentale de nos jeunes. Principalement parce que ces enfants-là, ces adolescents-là se sont retrouvés isolés, souvent à la maison, loin de liens et de contacts sociaux qui, comme je vous avais cité précédemment, est extrêmement important pour le bien-être psychologique et la santé mentale. Avoir une relation à travers un écran, ce n'est pas la même chose que d'avoir une relation de proximité face à un autre individu. Et ça permet aussi, lorsqu'on se retrouve ensemble, d'avoir cet esprit de communauté, cet esprit d'entraide-là, qui est sollicité quand on est ensemble, quand on se retrouve en groupe. C'est sûr que ça, c'est un facteur important. En même temps, le fait de se retrouver à la maison, ben là, ça a eu un impact sur les habitudes de sommeil. On sait que les adolescents, principalement, se sont couchés davantage tard, se sont levés aussi davantage tard, donc avaient des habitudes de sommeil un petit peu déphasées puisqu'ils n'avaient pas nécessairement de cours à des heures précises. On sait qu'au niveau de l'alimentation, ben, ça a pu laisser à désirer parce que, justement, le fait qu'on ne pouvait pas sortir, donc les adolescents ont eu beaucoup moins accès, justement, à des activités physiques où ils pouvaient sortir dehors, ils pouvaient respirer l'air, se retrouver en nature, se retrouver avec d'autres et de faire de l'exercice physique. Donc, moins de sommeil de qualité, moins d'activité physique. Et bien certainement, au niveau alimentaire, bien, les enfants ont pu, parce que les parents étaient au travail, la famille se retrouvait ensemble, moins bien s'alimenter, prendre des aliments plus transformés, plus minutes. Donc, ça peut avoir aussi un impact sur la santé mentale. Donc, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses à considérer pour expliquer pourquoi la santé mentale de nos jeunes se porte moins bien. Que faire, Manon, pour que ce sujet, qui est encore malheureusement un sujet tabou dans notre société, même si c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on en parle davantage, hein, c'est l'un des avantages des réseaux sociaux, parce qu'il y en a quand même. Que faire pour que les personnes qui en souffrent, des problèmes de la santé mentale, que ce soit des troubles d'anxiété, dépression, puissent en parler plus librement? C'est très difficile de parler de ce qui nous préoccupe ou
à travers un écran. Hein. On manque ce contact social-là qui est si essentiel à notre bien-être psychologique. Moi, je pense que justement, le fait qu'on se retrouve en communauté, le fait que les enfants sont présentement à l'école, le fait que justement, on ait accès justement à des activités sociales à travers l'école, permet aux enfants un lieu où ils peuvent exprimer justement leurs inquiétudes, leurs interrogations, parce que ce contact-là humain invite à la confidence plutôt qu'un contact qui est par écran, par exemple, qui est un peu plus impersonnel, qui est un petit peu plus... où on voit moins le langage non verbal, qui est très, très important justement dans l'établissement d'une relation importante avec l'autre. Donc, je pense que ce qui serait important, c'est que le milieu scolaire, qui est un milieu justement qui permet ces opportunités-là, bien, qu'on les retrouve aussi à l'extérieur, qu'on ait justement des situations où on peut entrer en relation plus facilement avec nos amis, tout ça, plutôt que de rester justement sur les réseaux sociaux et sur les médias de toutes sortes. Oui, d'essayer de ne pas s'isoler et de bien s'entourer et de parler aux personnes de Tout à confiance fait. aussi. Je pense que c'est important et d'en parler davantage va faire que ça ne soit plus un sujet tabou, Absolument. justement. Merci beaucoup, Manon, pour ces conseils précieux, toutes ces informations que tu nous as données sur un sujet dont on ne parle pas encore assez. Absolument. Merci infiniment d'avoir été Avec parmi grand nous. plaisir. Merci. Maintenant, on passe à Noémie qui va partager sa recette du granola qui contient plusieurs aliments bénéfiques pour la santé mentale. Dans un saladier, versez 120 g de flocons d'avoine, ajoutez 100 g de graines de sarrasin, une cuillère à soupe de cacao en poudre, une pincée de sel, une cuillère à soupe de graines de citrouille et 60 g d'amandes. Venez maintenant mélanger tous les ingrédients puis ajouter 60 g d'eau qui permettra de lier le tout. Venez ensuite ajouter 60 g de beurre d'amande, de noix de cajou ou du tahini pourquoi pas, 80 g de sirop d'érable puis mélangez le tout. Placez une feuille de cuisson dans un plat allant au four et répartissez uniformément votre granola. Si comme moi vous aimez avoir de gros morceaux de granola, assurez-vous de ne pas trop l'émietter. Puis cuire dans un four à 180 degrés pendant environ une vingtaine de minutes. Une fois cuit, sortez la plaque du four et créez des morceaux à l'aide d'une fourchette. Optionnel mais extra gourmand, ajoutez quelques pépites de chocolat sur le dessus de votre granola. Pourquoi pas des fruits secs, des abricots, des figues, etc. Servez avec du yaourt végétal ou du lait. Puis venez accompagner votre granola de quelques fruits, bananes, fruits rouges, ce que vous avez sous la main. Essayez de résister à la tentation de piquer dans le plat, puis régalez-vous avec un granola extra gourmand. Merci Noémie, tu me donnes des idées pour demain matin. Maintenant, on va passer à par où commencer quand il s'agit de la santé mentale. C'est clair que c'est bien de prendre de petits pas quand on commence. Et j'aimerais bien partager une astuce, et ça c'est une routine. Ça peut être une routine matinale, ça peut être une routine du soir, mais je trouve ça vraiment très bénéfique, en tout cas pour moi. Par exemple, le matin, vous mettez en place une routine matinale, vous écrivez peut-être dans un journal intime, vous prenez votre petit thé ou quelque chose, afin de vraiment de commencer la journée dans la bonne voie. Je trouve vraiment ça, c'est très efficace. Et de prendre ce temps pour vous, c'est vraiment, ça aide aussi. Et si c'est pas faisable, peut-être que vous avez un bébé ou des enfants et le matin c'est pas faisable, vous pouvez aussi peut-être ou mettre en place une routine du soir. On dit souvent que le matin commence avec le soir, avec nos habitudes du soir. Donc, afin d'optimiser le sommeil, en fait, une routine du soir, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment aider. Par exemple, encore une fois, peut-être vous écrivez ou vous faites de la méditation qui va vraiment vous mettre dans un état calme. Je trouve ça vraiment, vraiment efficace. En tout cas, pour moi, les routines sont la sauce magique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et j'aime beaucoup ces conseils que tu viens de donner parce qu'en fait, quand tu dis la méditation, on n'est pas obligé de faire 10-20 minutes de méditation, rien que 2 minutes où se concentrer sur sa respiration
Écrire, c'est pas nécessairement écrire une page, écrire quelques lignes, enfin vraiment relâcher en fait cette pression au travers de ces techniques et elles peuvent être très très courtes. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Et ça, c'est des astuces qu'on aime avoir. Et comme on a vu, Anne, tout au long de cet épisode, notre alimentation, donc, elle a vraiment un impact considérable sur notre bien-être général. Donc, il faut vraiment, je pense qu'il est vraiment important de comprendre le rôle de la nutrition dans la santé mentale et de lui accorder l'attention qu'elle mérite, comme le disait Anne-Marie tout à l'heure, peut-être de l'enseigner à un jeune âge, mais dans tous les cas, d'en parler vraiment beaucoup plus. Parce que cette alimentation, une alimentation saine, végétale et saine, peut vraiment contribuer à prévenir, voire même, on l'a vu tout à l'heure, traiter certains troubles de la santé, tels que les troubles dépressifs, les troubles anxieux. Et pour cette raison, je pense que l'on peut conclure qu'il est primordial d'inclure la nutrition dans le processus de guérison. Merci Anne, c'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. Ah bah ça me fait vraiment plaisir. Merci à toute l'équipe, merci à ceux qui nous ont suivis. On se retrouve avec le reste de l'équipe, Anne, Dr Neil Barnard et Anne-Marie Roy dans notre prochain épisode avec un sujet tout aussi intéressant et inspirant. À bientôt. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Les couleurs et la diversité dans l'alimentation, c'est le thème d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est bien fait sur la santé. Vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler du lycopène, mais vous en avez certainement vu beaucoup. Le lycopène est un pigment rouge vif qui donne la couleur aux tomates, à la pastèque et aux pamplemousses roses. Quelles sont tes principales valeurs, tes principes qui te guident en matière d'alimentation, Cyril? Le respect de l'environnement, puis après le bien-être, la santé de la personne qui va consommer ce que je lui prépare tous les jours. Est-ce que tu es prête, Anne-Marie? Oui, vas-y. Ok, let's go. Le rouge, c'est parfait parce que c'est la couleur que tu portes. En réalité, il y a 3 sortes de pigments rouges. Neil en a parlé d'une, le lycopène dans les tomates. Ah, alors l'orange, le vert. Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le comité des médecins sur Instagram et Facebook.